bienvenue dans notre émission hebdomadaire Quoi de neuf? Aujourd'hui, nous allons vous proposer de partir à la découverte des locaux de la célèbre industrie Pineapple. Nous avons la chance de vous faire découvrir à vous, chers auditeurs, les secrets et nouveautés de l'intelligence artificielle. Pour cela, retrouvons notre envoyée spéciale, Laetitia. Bonjour Jérôme. En effet, je me trouve actuellement devant l'une des nombreuses usines de la très connue société d'appareils numériques Pineapple. Cette société va nous révéler en avant-première des avancées technologiques jusqu'ici inédites. Je vous propose donc de me suivre en compagnie du chercheur scientifique en chef David Newson qui va nous faire visiter les différents lieux de celle-ci. Bonjour David. Tout d'abord, expliquez-nous ce qu'est exactement que l'intelligence artificielle. Bonjour. En termes simples, l'intelligence artificielle fait référence à des systèmes et ou des machines qui imitent l'intelligence humaine pour effectuer des tâches et qui peuvent évoluer en fonction des informations collectées. Elles permettent d'améliorer les performances et la productivité de l'entreprise en automatisant des processus ou des tâches qui nécessitaient auparavant des ressources humaines. L'intelligence artificielle permet aussi d'exploiter des données à un niveau qu'aucun humain ne pourrait jamais atteindre. C'est une technologie révolutionnaire qui impactera grandement l'avenir à l'échelle planétaire. Attendez, je crois entendre des cris venant de l'entrée. Mais oui, je me trouve toujours actuellement devant l'usine Pineapple, où semble se dérouler une manifestation d'une grande envergure, Jérôme. Laetitia, que se passe-t-il? Quelles sont les motivations de ces manifestants? Pouvez-vous nous apporter des renseignements? Eh bien, Jérôme, je suis confrontée à une foule de manifestants mécontents à l'encontre de Pineapple. Ils semblent dénoncer la pollution générée par la fabrication et l'utilisation des produits numériques de la marque. Je vais essayer d'en savoir plus en les interrogeant. Madame, s'il vous plaît, vous vous appelez? Je m'appelle Chloé. Chloé, pouvez-vous nous dire ce qui vous a amené ici? Nous sommes tous réunis ici pour combattre. Combattons l'un des plus gros pollueurs sur Terre, le numérique. Ces nouvelles technologies sont déjà omniprésentes et nous n'avons pas tous connaissance de leurs dangers. Vous vous rendez compte de la pollution et de la dégradation de l'environnement qu'elle engendre? Agissons avant que tout soit perdu. Ne pensez-vous pas qu'il s'agisse là d'une grande opportunité pour l'avenir de tous? Nous ne nous opposons pas à la nouveauté, mais nous contestons la manière dont le monde numérique est conçu, les valeurs sur lesquelles il repose et l'utilisation qui en est faite. Les satellites qui relaient les informations sur toute la Terre depuis l'espace provoquent une pollution lumineuse et donc également un dérèglement des espèces animales. Réagissons maintenant contre les industries comme Pineapple. En 2030, il sera trop tard pour sauver notre belle planète. Eh bien, Laetitia, je pense que nous avons tous entendu le message de ces manifestants à propos de ce qu'ils appellent les conséquences du numérique sur l'environnement. Pour en parler, le professeur Lefebvre est avec nous. Professeur, vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Métropolis et vous dirigez également un centre de recherche scientifique sur les causes et effets du numérique sur l'environnement. Alors, y a-t-il un impact concret du monde virtuel sur notre planète? Bonjour Monsieur Fandor, je vous remercie de me donner la parole sur un sujet aussi important que celui-ci. Les équipements numériques nous offrent de nombreuses opportunités pour l'avenir. Mais ces progrès technologiques deviennent un masque pour la pollution qu'ils engendrent. Ces innovations sont directement responsables du changement climatique. Je comprends, on ne se méfie pas du numérique, mais les effets de ce monde virtuel sont bien réels. Mais dites-moi, professeur, quels sont donc ces effets? Ils sont colossaux et ils influencent aussi les vies des centaines de millions de personnes et les économies de plusieurs pays. Mais déjà, sur le plan environnemental, on peut discerner des impacts suivant les 3 grandes phases des appareils électroniques. Il y a tout d'abord la conception. Les appareils numériques nécessitent de métaux rares et toxiques extraits dans des mines d'Afrique et d'Asie. Or, l'activité minière est l'une des principales responsables de la destruction de la faune et de la flore dans les régions où elle a lieu. Les animaux ne reconnaissent plus les paysages qui sont modifiés pour permettre les activités humaines. La végétation est supprimée pour créer des voies de transport. Si tous les consommateurs manifestaient en masse devant les sièges d'industrie et les boutiques de vente, ils pourraient les obliger à s'engager sur des chartes de respect de la biodiversité.
Oui, ce sont les consommateurs qui ont ce pouvoir de décision. Oui, tous les composants sont envoyés dans des usines en Asie pour être assemblés par une main-d'œuvre bon marché. Le plus souvent des enfants et des vieillards qui travaillent des journées entières entassés les uns sur les autres, sans boire ni manger à leur faim. Or, ces immenses structures de production sont responsables de problèmes de santé extrêmement préoccupants sur les employés qui y travaillent. Et il y a des études scientifiques sur les conséquences médicales? Oui, en effet, des études neurologiques ont démontré les effets néfastes sur les mécanismes cognitifs et la réactivité de répéter sans interruption la même action à longueur de journée. Cela est également responsable de troubles du système nerveux qui conduisent le plus souvent à des bore-out ou à des dépressions. Songez que si vous n'avez pas commandé votre nouvel ordinateur portable et que tout votre entourage avait fait de même, des vies auraient pu être sauvées. Mais les impacts sont quand même moindres lors de l'utilisation. Et vous êtes-vous déjà penché sur la production d'énergie électrique nécessaire au fonctionnement permanent des appareils connectés ? En France, il demeure encore des centrales électriques au charbon et au fioul. Pourtant, on sait qu'il y a l'équivalent de 3 réacteurs nucléaires qui ne fonctionnent que pour alimenter des appareils inutilisés. Et avez-vous déjà réfléchi au stockage de vos données numériques ? Tous les mails et toutes les applications qui ne vous servent plus occupent des data centers entiers. Nos anciens mails occupent encore de la place? Parfaitement. Et ne vous êtes-vous jamais interrogé sur les impacts sur les milieux marins des câbles transocéaniques qui relient informatiquement les continents ? Eh bien, nous ne connaissons même pas leurs réels impacts puisqu'aucune étude préalable n'a été menée. Il en va de même pour les nouveaux réseaux de télécommunications 5G où les études d'impact sur la santé humaine sont encore en cours alors que la commercialisation est en voie d'achèvement. Et que devient tout cela une fois jeté? Une fois jugés obsolètes, ils sont jetés et transportés dans des décharges comme celle d'Agbogblochy au Ghana. Les déchets brûlés rejettent dans l'atmosphère des gaz responsables de l'effet de serre. Or, selon le dernier rapport de l'Agence météorologique mondiale, à cause du réchauffement climatique, les températures pourraient franchir d'ici 2026 la barre des 1,5 degrés Celsius. Les déchets non incinérés sont déversés dans les fleuves et mers des alentours et polluent ainsi les rares sources d'accès à l'eau des populations, dans un pays où la sécheresse est omniprésente. Ces déchets immergés contribuent à la destruction des fonds marins et de la faune et de la flore sous-marine, notamment par l'acidification. Professeur, l'avenir semble bien grave. Par ailleurs, j'aimerais, si vous le souhaitez, que vous développiez votre pensée sur l'impact humain. Sous-entendriez-vous que le simple fait d'avoir un smartphone puisse être responsable d'un drame humanitaire? Je l'affirme. Il y a quelques mois, j'ai rencontré le jeune Worgan qui vit dans la décharge d'Agbogblochy. Depuis l'âge de 7 ans, il travaille à main nue au milieu de tous ces vieux appareils sans aucune protection élémentaire contre les substances chimiques. Cet enfant a les mains endolories par les brûlures et les déchirures. Worgan m'expliquait qu'il y a longtemps, des paysages d'une grande beauté s'étendaient à perte de vue. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une marée d'écrans et de rouille. Il y a souvent des employés qui meurent en raison des mauvaises conditions de travail. Ce fut le cas de son père. Et Worgan est maintenant seul pour subvenir aux besoins de sa famille. Mais alors, que devons-nous faire pour changer? Et n'est-il pas déjà trop tard? Il n'est pas encore trop tard. Il faut dès aujourd'hui faire des choix radicaux. Comme l'a dit cette manifestante, en 2030, il sera trop tard. Il faut multiplier les gestes efficaces du quotidien, comme supprimer nos données inutilisées et acheter en fonction de ses besoins. Si vous débranchez vos appareils lorsqu'ils sont inutiles, il sera possible de fermer 3 centrales nucléaires. Et au niveau national, nos dirigeants doivent lutter contre les impacts environnementaux et humanitaires que provoquent la mondialisation et le numérique. Et mondialement, il faut que les acteurs gouvernementaux ou associatifs se répartissent équitablement les avancées du numérique pour qu'il n'y ait plus d'États privilégiés et d'autres oubliés. Car il n'y a qu'une seule planète qui est la même pour tous. Oui, vous avez raison, il n'est pas trop tard pour changer, mais nous devons agir ensemble. Car chacun de notre côté, nous pouvons agir, mais ensemble, nous pouvons réinventer le monde.